Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée à la TFM. Soir d'info, la suite avec le professeur Marie Théoniane. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Candidat à la présidentielle de 2024, vous êtes l'un des signataires de la pétition pour la libération d'Ousmane Sonko. Vous y dénoncez également un recul démocratique au Sénégal. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, vous accuse de vouloir violer la séparation des pouvoirs. Vous qui aspirez à être le chef de l'exécutif, qu'en dites-vous? Est-ce que le porte-parole du gouvernement a raison? Je pense qu'il a tort parce que cette tribune, c'est une tribune naturelle pour les intellectuels sénégalais lorsque des questions d'importance qui touchent la démocratie, qui touchent nos élections à venir, leur inclusivité se posent. Et vous le savez, depuis des mois, je ne cesse d'appeler à ce qu'il y ait un dialogue pour pacifier l'espace politique. Et je l'ai d'ailleurs réitéré lorsque le président de la République a pris la décision de ne pas se présenter aux élections de février 2024 en disant qu'il a une grande opportunité d'être entendu pour pouvoir appeler tout le monde et pouvoir solder ces derniers problèmes, qui est le problème du PASTEF et de son leader, et pouvoir, comme cela a été le cas avec Karim, avec Khalifa Sall, terminer son mandat en laissant un Sénégal réunifié, en laissant un espace politique pacifié et en allant vers des élections inclusives dans lesquelles des acteurs importants ne vont pas se sentir exclus. Vous pensez que donc cette opportunité a été manquée en se basant sur un seul fait, l'affaire Ousmane Sonko? Je pense qu'elle est importante. Pourquoi? Parce que l'émergence du PASTEF, c'est quand même un parti important qui très rapidement s'est développé au niveau de l'espace politique, au niveau de la représentativité nationale. Et c'est important. Et je dis ce dialogue, moi je le place sous deux aspects, qui est le premier, à savoir la libération de M. Ousmane Sonko, la libération des détenus politiques, la reconsidération de l'interdiction du PASTEF, et de l'autre côté, que le PASTEF aussi mette en avant un discours pacifique, que le respect des institutions y soit, et que d'autre part, que le Sénégal retrouve cette culture de dialogue pacifique entre les acteurs politiques. Alors, restons sur la séparation des pouvoirs. Dans le manifeste des transformateurs, vous pointez vous-même, professeur Marie Théoniane, l'affaissement de l'état de droit qui illustre entre autres la violation du principe de la séparation des pouvoirs en demandant au président de libérer les détenus dits politiques. Est-ce que vous-même, vous ne tombez pas dans ce que vous dénoncez? Non, nous ne tombons pas dans ce qu'on dénonce parce que nous avons une proposition forte. En cela, c'est si nous sommes élus, le magistrat le plus ancien, dans le grade le plus élevé, présidera le Conseil supérieur de la magistrature. Ceci sera une rupture avec ce qui se passe depuis des décennies au niveau de notre pays. Et pour ce qui concerne cette question, vous savez, il y a des questions antérieures. À chaque fois que le Sénégal a traversé des crises politiques importantes, des solutions politiques ont été apportées. Et d'ailleurs, ça a permis de faire des avancées. Des solutions politiques à celles et ceux qui ont voulu participer au dialogue politique. Mais vous savez, le dialogue politique, il faut bien le comprendre. Beaucoup de gens n'y ont pas participé. Comme moi, par exemple. Bien que je n'ai pas été invité. Donc, mais pourquoi nous n'y étions pas? Parce que simplement nous pensions que la déclaration du président de dire qu'il ne sera pas candidat devait précéder le dialogue politique. Mais il n'est jamais trop tard, vous le savez. L'essentiel, c'est que c'est fait. C'est fait, mais on ne peut pas arrêter, comme on dit, la mer avec ses bras. C'est ça. Et nous sommes devant un problème et il faut le solder. Et je pense que le président peut le solder
parce qu'il a une légitimité aujourd'hui pour le faire. Et je pense que tous les acteurs politiques, en tout cas la grande majorité... À libérer Ousmane Sonko et les détenus que vous appelez politiques. Les détenus, moi je dis les détenus politiques. Oui. Je ne parle pas de ceux qui ont commis des actes qui sont sanctionnés par la loi. À ceux qui ont attaqué par exemple l'université, par exemple. J'ai condamné cela. D'accord. Et j'ai demandé qu'on puisse trouver ceux qui l'ont fait et les sanctionner. On va en parler. Ceux ou celles qui ont lancé des cocktails Molotov dans ce car, etc. Absolument. Je les ai condamnés. Des faits d'une gravité je les ai condamnés et j'ai demandé qu'on les prenne et que les sanctions idoines soient appliquées. Alors, l'administration pénitentiaire, professeur, vous le savez mieux que moi, gère plus de 13 000 détenus au Sénégal. Quel est le message que l'on va renvoyer aux autres prisonniers aujourd'hui, si jamais on libère un prisonnier, soit-il Ousmane Sonko ou qui d'autre, parce que tout simplement, il a fait une grève de la faim? Je pense que ce n'est pas nouveau. Vous savez, je ne parle pas de la grève. Mais libérer un prisonnier politique, ce n'est pas nouveau. Oui. Je pense que le cas de Karim Wade, c'était bien ça. Qui a été gracié en 2016. Oui. Donc je pense que lorsqu'on veut apaiser, on se donne le prix d'apaiser. Oui. Maintenant, l'apaisement passe par un dialogue. Donc ce n'est pas parce qu'il fait la grève de la faim. Non, moi, je l'ai dit bien avant. Oui. Je pense que vous lisez mes posts. Tout à fait, absolument. Ça fait des mois et des mois que je le dis, avant même qu'il ne soit emprisonné, qu'il est important qu'il y ait un dialogue. J'ai même utilisé le mot qu'avait utilisé Doudsine, le compromis historique. Parce que pour nous, vous savez, notre parti, nous avons 3 principes. Ce sont les valeurs, c'est la connaissance et la paix. Oui. Et ça, pour nous, c'est très important. On ne peut pas bâtir un pays comme le nôtre si on ne pacifie pas l'espace. Alors, professeur, quand même, est-ce que vous ne faites pas une lecture, pardonnez-moi, un peu partisane de la situation, puisque mettre tout ce qui s'est passé depuis 2021 sur le dos de l'État, est-ce que ce n'est pas manquer tout de même un peu d'objectivité au vu des choses gravissimes qui se sont passées? Non, il y a des choses graves qui ne relèvent pas de l'État. Oui. Ça c'est clair, je l'ai dit. Oui. Parce que mais il faut bien des coupables donc, à partir de ce moment. J'ai dit, quand je dis qu'il faut absolument un dialogue, il y a la libération de M. Sonko, des responsables du PASTEF et de ceux qui sont liés à eux, qui sont emprisonnés. Mais j'ai dit de l'autre côté que le PASTEF puisse avoir un discours pacifique, puisse respecter les institutions et qu'il y ait un dialogue qui puisse nous ramener dans l'espace politique que nous connaissons. Parce que ça a manqué aussi, le respect des institutions. À un moment donné, pardonnez-moi, on a entendu quand même des discours un peu borderline, comme on dit. Ça frise quand même le discours subversif. J'ai dit, c'est ça qui explique les appels. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur ce fait déjà? J'ai dit, c'est ce qui explique les appels que j'ai faits. Oui. Nous avons une démarche, nous avons toujours affirmé notre stratégie de prise de pouvoir, elle est pacifique, elle est basée sur les élections et les résultats des élections. Oui. Et c'est à cela que nous appelons tous les acteurs, y compris le pouvoir, y compris le PASTEF et tout le monde. Alors, pour rester toujours avec le cas Ousmane Sonko, on en parle parce que ça clive tout le Sénégal et que, encore une fois, il est en train d'observer une grève de la faim avec d'autres détenus. Il y a une dimension humaine dans cette affaire. On ne peut qu'être sensible à la sortie des épouses de M. Sonko, mais cette affaire, professeur, telle qu'elle s'est présentée, semble être une affaire d'État parce qu'elle a fait vaciller les poutres de la République et déranger la quiétude des Sénégalais. Dans ce cas de figure, comment peut-on mettre en avant l'intérêt collectif? Moi, ce que je dis, cette question, elle n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Je pense que depuis les événements de mars 2021, cette question de pouvoir débattre et de pouvoir rétablir le cadre républicain dans lequel la prise de pouvoir peut se faire, je pense que ce débat était au cœur de toutes les activités et qu'on devait pouvoir trouver une solution à cela. Et la seule solution possible, c'est le dialogue. Et ça, je l'ai dit. Et d'arrêter les auteurs aussi.
tout auteur d'actes malveillants, évidemment, moi je le dis, c'est inacceptable de poser des actes au niveau de l'UCAD. C'est inacceptable de lancer des cocktails Molotov dans un bus. Ce que l'on fait, il faut les condamner. Mais aujourd'hui, la justice... Je sépare bien cela de ceux qui sont arrêtés pour des raisons politiques ou des raisons d'opinion. Mais la justice, qui appelez à la séparation des pouvoirs, pardonnez-moi d'insister, la justice dit que l'instigateur principal de tous ces événements s'appelle Ousmane Sonko. Aujourd'hui, vous demandez à sa libération. Quelle est la cohérence quand vous parlez aussi d'un homme politique qui respecte l'état de droit? Nous respectons l'état de droit, mais le Sénégal, dans son histoire, à tout tournant de son histoire politique, qui a été des tournants très difficiles, depuis 62, 65 et d'autres moments, a toujours privilégié le dialogue pour la stabilité du pays. Et nous, je pense que le prix de la stabilité du pays est plus important, parce que c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, et je souhaite que ce soit pour l'éternité, nous sommes l'un des rares pays africains, sinon peut-être le seul, à n'avoir pas eu de coup d'État. Oui, mais quel est le message que l'on renvoie à la population? Parce que les politiques renvoient à la population, puisqu'on voit des malversations qui se finissent autour d'une table, dialogue politique, allez hop, on passe à autre chose. On accuse un homme politique d'être l'instigateur de beaucoup de troubles à l'ordre public. Aujourd'hui, les mêmes hommes politiques demandent qu'on le libère. Quel est le message? Et le peuple dans tout ça, qui a été bloqué, les gens sont restés chez eux, calfeutrés, apeurés. Et aujourd'hui, vous sortez un autre discours. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Moi, je n'ai jamais sorti un autre discours. Je pense que vous devez me rendre raison à cela. J'ai toujours tenu le même discours depuis le début, qu'il faut dialoguer, qu'il faut faire en sorte que cette question qui visiblement est un face-à-face entre le pouvoir et le PASTEF et ses leaders, que nous puissions dépasser cela au Sénégal. Et je continue à tenir ce même discours. Quel que puisse être, c'est indépendant de la situation qu'on a aujourd'hui au niveau de la prison, je dirais, ou de l'hôpital. Moi, je le dis, moi je suis un musulman. Moi, je ne ferai jamais de grève de la faim. C'est ma conviction. Je ne juge pas les convictions des autres. Mais ce que je dis, le Sénégal doit faire l'économie de cette crise. Et nous pouvons le faire. Et le président a la légitimité de le faire. Et je pense qu'il lui revient de poser cela. Et que de l'autre côté aussi, ils doivent faire un certain nombre, poser un certain nombre d'actes. Un certain nombre d'actes pour pouvoir être dans cet espace allant dans le sens du respect de l'état de droit et des institutions. Exactement. Alors, puisse 2024 siffler la fin des politiciens et l'émergence des hommes et des femmes politiques, c'est ce que vous dites aussi dans une de vos tribunes. Est-ce que vous pouvez expliquer cette dichotomie que vous faites là entre ces deux appellations? C'est très simple. Nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui en réalité font de la politique leur métier. Vous avez d'autres, comme moi, qui avons un métier. Nous travaillons, nous enseignons. Quand nous avons des responsabilités politiques, nous les exerçons. Quand nous n'en avons pas, nous retournons faire notre job. Donc, c'est ça, en fait, pour nous, la vie politique. Parce qu'il n'y a pas de métier d'homme politique. Il n'y a pas de métier de politicien. Et quand je dis il faut que cette caste politique disparaisse, parce que ce qu'on voit, c'est que cette caste est porteuse de corruption. Aujourd'hui, malheureusement, tous ces hommes politiques que vous voyez, beaucoup se sont enrichis. Et moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai de grands commis de l'État, parce que les universitaires, nous sommes aussi des commis de l'État, tout à fait, et qui a occupé des fonctions importantes, ministérielles entre 2012, recteur, ministériel, etc. Je n'ai pas vu de possibilité d'enrichissement. Je n'ai pas vu. Et donc, quand je vois des gens qui sont riches et qui n'ont fait que ces carrières-là, je dis, ce n'est pas normal. Et si nos institutions fonctionnaient bien, sans aucun doute, on leur demanderait des comptes. C'est comme ces leaders politiques que je vois qui sont devenus ce qu'on appelle des consultants. Maintenant, beaucoup d'hommes politiques qui ont été dans le gouvernement se sont
reconverti en consultant. Parce qu'il faut bien gagner sa vie. La consultance ne donne pas des milliards. Il faut bien gagner sa vie. Il faut bien gagner sa vie, professeur. La consultance ne donne pas des milliards à ce que je sache. Oui, il faut bien gagner sa vie en tout cas. Dans votre pétition, en tout cas, vous dénoncez le recul démocratique au Sénégal. Dans votre déclaration de candidature en mars dernier, vous déclariez que le deuxième mandat du président Macky Sall a basculé notre pays dans un état désespérant. Pourquoi dites-vous cela ? Non, parce que tout simplement, le président nous a mis dans une situation inédite. Il sera candidat, il ne sera pas candidat. Et les actes qui se posaient conduisaient pour l'essentiel à ce qu'il sera candidat. Et évidemment, cette situation n'est pas propice au travail, n'est pas propice à cet esprit d'émulation qui doit entraîner tout un peuple vers la réalisation des défis de développement et qu'en fin de compte, je pense qu'on est arrivé à presque un mandat pour rien. Et ce mandat pour rien, la conclusion aujourd'hui, moi je dis quand je discute avec des mais vous des gens... Vous ne pouvez pas dire ça quand même, professeur. Un mandat pour rien quand même. Au vu je dis avec les ambitions... Au vu des ouvrages qui sont sortis de terre, le bilan matériel est quand même important. On peut parler de l'immatériel si vous voulez, mais le bilan matériel du président est quand même important. Vous avez touché le mot. Oui. Le bilan matériel. Moi je m'intéresse au bilan humain. Oui. Le bilan humain, c'est qu'aujourd'hui, l'homme qui est l'essentiel des hommes et des femmes se battent toute la journée pour réaliser une chose, avoir un repas dans la journée. Et ça, c'est, je pense, le mauvais bilan. Parce que beaucoup se battent. Ils n'osent même plus aller dans les structures de santé pour se soigner parce qu'on leur demande de l'argent qu'ils n'ont pas. Beaucoup de jeunes, l'essentiel des jeunes, n'ont pas de boulot. Il ne faut pas oublier non plus que la crise de Covid a mis un coup d'arrêt à une croissance, à une dynamique de croissance qui était quand même importante, autour de 5% pendant 5 ans. Nous avons une croissance, certes, mais cette croissance n'impacte pas la vie des Sénégalaises et des Sénégalais. La vie quotidienne. Et posez-vous la question, combien de Sénégalais prennent un petit déjeuner ? Combien d'enfants sénégalais boivent un verre de lait le matin? Juste. Combien? Il y en a très peu. Je discutais l'autre jour avec des enfants. Ils me disent, mais il faudrait restaurer les cantines scolaires parce que beaucoup de nos camarades n'ont pas de goûter. Vous savez, ça fait partie, je pense, du mauvais bilan. Pour dire, sur le plan social, sur le plan humain, du travail du président. Je ne disconviens pas qu'il a réalisé des choses. Beaucoup de choses. Vous avez entendu Xi Jinping à Johannesburg aujourd'hui, le chef de l'État chinois, qui a dit que le Sénégal est la perle de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que cela vous inspire? Xi Jinping a tout à fait intérêt à le dire. Parce que la Chine a beaucoup investi dans les infrastructures au Sénégal. Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils le disent. Du point de vue infrastructurel, le président a fait des choses. Mais la gestion d'un État, c'est quand même la gestion d'une cité. C'est la recherche du bien-être des populations. Et aujourd'hui, le principal problème des Sénégalais, c'est qu'ils ne voient pas leur bien-être dans cette soi-disant réussite sénégalaise. Professeur Mary-Teuw Niane, si je vous entends bien, vous voulez dire qu'il ne fait pas bon vivre au Sénégal, tout simplement? Je pense qu'on devrait pouvoir mieux vivre au Sénégal. Ok, on a entendu. On va parler, professeur, maintenant de l'enseignement supérieur, qui est votre dada, si j'ose dire. Professeur Mary-Teuw Niane, vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'octobre 2012 à avril 2019. Les violences politiques, on en parlait, ont provoqué la fermeture prématurée des universités, la crise s'embourbe d'ailleurs. Que vous inspire toute cette situation-là? On ne vous a pas beaucoup entendu, les intellectuels et autres universitaires. Ah si, vous savez, j'interviens souvent sur l'éducation, la formation. Même avant-hier, j'ai fait un papier sur l'éducation et la formation. Je suis malheureux parce que nous sommes arrivés à la situation d'avant 2012. En 2012, lorsque je devenais ministre de l'enseignement supérieur, j'avais trouvé un passif quasiment similaire, où on est resté des mois sans étudier au niveau des universités.
où le calendrier universitaire était désordonné. Les années, on ne savait pas où débutait l'année, où elle se terminait, etc. Et une université surchargée. Et nous avions commencé des mesures qui commençaient à faire respirer l'université. Oui. Entre autres, orienter les bacheliers dans le privé, développer les ISEP, mettre en place l'université virtuelle. Alors ça, vous nous parlez de votre bilan au passage du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est important, mais restons sur la situation catastrophique. Pour que vous compreniez cette situation, il faut que vous compreniez cela. Oui. Parce que c'est en ayant fait cela, nous avions pu commencer, les universités commencer à respirer et les violences quasiment quitter les universités. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un terme à la politique d'orientation des bacheliers dans le privé. On va en parler, mais encore une fois... Mais c'est lié à ce que je veux dire. Tout à fait, mais la communauté universitaire, j'insiste là-dessus, la communauté universitaire et les intellectuels ont dénoncé, ont fait une tribune, certes, pour dénoncer le recul démocratique, mais... le vandalisme qu'on a vu dans les établissements, pourquoi on ne vous a pas entendu, par exemple, avec une tribune aussi retentissante? Ah si, j'ai écrit. Oui. Vous savez, moi, ma tribune, c'est quoi? C'est ma page Facebook. Oui. Et j'ai écrit pour dénoncer ce qui a été fait. Donc ça, j'ai écrit. J'ai écrit dans les interviews que j'ai faites les jours suivants. Là aussi, je les ai dénoncés. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui a favorisé ça? C'est parce qu'on a laisser la situation qui était de ne pas massifier les universités et on est revenu à la massification des universités en décidant d'orienter tous les bacheliers dans les universités publiques qui n'en ont pas la capacité. Et c'est ce que s'apprête à faire le gouvernement qui a pris l'engagement d'orienter justement tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Est-ce que c'est un objectif atteignable? Je dis que c'est une mauvaise chose. Parce que tout simplement, déjà aujourd'hui, les universités ont retrouvé la surcharge qu'elles n'auraient jamais dû avoir. On n'a pas fait le travail de terminer les infrastructures. L'université virtuelle, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on est en train de la surcharger alors que les 50 ENO prévus, on ne les a pas encore construits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de précipiter l'effondrement de notre enseignement. Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est la politique qui a infecté les universités et les situations que nous avons connues, à savoir les saccages et autres là, ça aussi, ce sont des germes de la politique qui ont fini par éclater. Moi, je pense que ce qui a favorisé cela, c'est le stress qu'il y a de massifier, que les gens se bousculent dans les amphis, que les gens se bousculent au restaurant. Quand vous mettez plus d'étudiants, vous savez, même manger au restaurant devient difficile. Les queues sont immenses. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts, notamment à l'UCAD. Mais n'empêche, quand vous réorientez tout le monde, l'UCAD est revenu presque aux mêmes effectifs qu'elle avait au moment où on commençait à, disons, faire en sorte de la laisser souffler. L'UCAD est dans une situation désespérante, affirme la coordination du syndicat autonome pour l'enseignement supérieur. Voilà. Vous confirmez? Pour vous, la situation est vraiment désespérante? Moi, je l'ai dit. On devait continuer la politique qui est de diminuer les effectifs de l'UCAD. Moi, j'ai trouvé 100 000 étudiants. Quand je quittais, on était à 76 000 étudiants. L'objectif, c'était d'arriver à 60 000 étudiants, tout en augmentant le nombre d'enseignants. Vous êtes en train de nous dire qu'après vous, c'est le déluge? Je ne dis pas ça, mais je dis les faits. Quand vous reprenez l'orientation massive, évidemment, on retourne à 100 000. Est-ce qu'il y a eu des bâtiments nouveaux? Il n'y a pas eu de bâtiments nouveaux. Est-ce qu'il y a eu même un restaurant nouveau? Il n'y en a pas eu. Ah si, à l'UCAD, il y a eu des chapiteaux qui ont été aménagés. Non, mais ça ne correspond pas. Au moins ça a soulagé à un moment et qui a été brûlé d'ailleurs. Je dis, ça ne correspond pas aux effectifs qu'on y a envoyés. Je pense qu'il faut bien qu'on regarde bien. L'enseignement supérieur, ce n'est pas une classe de maternelle où on peut mettre tout le monde. Même les classes de maternelle, on fait maintenant attention au nombre d'enfants qu'on met. L'université, il faut faire attention. Il y a des effectifs. On est des pays en développement, c'est vrai. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes taux d'encadrement que les universités des pays développés. Mais il y a quand même
une mesure moyenne qu'il faut avoir. Le cas de l'université Amadou Mahtar Mbow, l'entrée se faisait par concours. Cette année, les étudiants peuvent s'inscrire via Campus N. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça ne risque pas de déprécier le caractère d'université d'excellence de cet établissement? Je pense que l'orientation originelle de l'université Cheikh Amadou Mahtar Mbow, Oui. c'était d'avoir 30 000 étudiants. D'être une université qui puisse permettre dans la région de Dakar de désengorger l'université Cheikh Anta Diop. Au début, je pense qu'ils ont changé l'orientation Oui. en créant des écoles. Je pense que c'est tant mieux si on pense pouvoir élargir l'accès. Parce que Donc pour vous, c'est une bonne nouvelle. élargir l'accès Oui. ne signifie pas détruire l'excellence. Oui. L'excellence, elle va se trouver dans le taux d'encadrement. Ça va se trouver dans les filières qui sont choisies et leur alignement sur les besoins de l'économie. Ça va se trouver sur les capacités de l'université à avoir des relations avec le monde socio-économique. Oui. Alors, vous avez quitté le ministère en 2019. Vous semblez dire qu'après vous, c'est le déluge. Non, même, non, si, je l'ai pas même dit. si vous ne voulez Non, pas non, non, l'affirmer, je l'ai pas dit. tout de même, certains acteurs de l'enseignement supérieur vous accusent d'avoir participé au dépérissement de SANAR, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, que vous avez dirigée, qui est de moins en moins épargnée par les violences. Rappelons que vous avez été recteur entre 2007 et 2012. L'effectif pléthorique, qu'en pensez-vous de la situation que vit SANAR aujourd'hui? Je crois que j'ai été recteur et les gens ont été heureux que j'ai été recteur. Oui, Je mais pense quand qu'on- vous étiez recteur, ça s'est bien Je passé. pense qu'ils ont été heureux que Oui. j'ai été recteur. Oui. Parce que j'ai trouvé l'université avec 4 UFR. Et moi, j'ai fait monter en puissance l'université Gaston Berger en étant recteur. Oui. J'ai quasiment doublé les effectifs que j'avais trouvés. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Je n'ai pas pris ce qu'il y avait et j'ai massifié. J'ai diversifié l'offre de Ça, formation. c'est quand vous étiez recteur. Oui, mais je sous vous- votre je vous explique. magistère en tant que Je vous ministre, explique. ça s'est mal passé. Hein. Non, Il y a moi eu quand beaucoup j'étais d'effectifs, recteur, oui. non, attendez. Oui. Quand j'ai été recteur, j'ai diversifié l'offre de formation. J'ai créé 4 nouvelles UFR alignées sur les besoins de l'économie. J'ai créé 2 nouveaux instituts, l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, l'IFOAD. J'ai créé la ferme agricole, etc. Oui. Ceci a permis à l'UGB un grand envol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le SANAR est moi, je toujours... ne suis pas... écoutez, je ne suis pas recteur de l'UGB. Oui, j'entends bien. Je ne suis pas recteur. Oui. Et le ministre n'est pas recteur d'une université. Tout à fait. Je pense qu'il faut bien séparer. Le ministre ne peut pas intervenir dans la vie de l'université. C'est ça ce qu'on appelle l'autonomie de l'université. Ce sont les autorités de l'université qui ont autorité sur la vie de l'université. Oui. Donc, ce qui se passe après moi, demandez aux autres recteurs Ne vous concerne qui m'ont pas. précédé. Aujourd'hui, les SANAR a été fermé il y a cela 2 semaines suite à un incident. Tout cela crée des blocages. Comment sortir de l'impasse? Moi, je pense qu'il faut une discussion honnête, sincère, à l'interne au niveau de l'université Gaston Berger. Oui. Quand j'étais ministre, j'avais organisé une telle discussion. Et ça nous avait permis de souffler et de dépasser certaines crises. Et je pense que le moment est venu de reprendre cela, et particulièrement dans certaines UFR de l'université. J'ai même vu, je crois, hier, des postes d'étudiants Oui. qui dissuadaient les nouveaux bacheliers de choisir certaines UFR au niveau de l'UGB. Oui. Ce qui, évidemment, n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous le savez. Donc, il y a une crise interne au niveau de cette institution. Oui. Je crois que les acteurs sont assez mûrs, les enseignants, le personnel administratif, technique et de service, et la coordination des étudiants. Je crois qu'ils doivent s'asseoir, se parler franchement et surmonter la crise. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas un acteur de cette université. Avec d'autres Oui. qui ne sont pas des acteurs, d'autres anciens recteurs qui sont là.
je pense que nous pourrons jouer les bons offices si ils pensent... Si on fait appel à vous. Si on pense qu'on peut être utile. Le contrat électoral que vous proposez a pour socle l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur. L'école est le principal rempart, dites-vous, contre la dégradation des valeurs et des comportements qui détruisent à petit feu notre société. C'est pour ça que vous dites que cette situation que traversent les universités vous attriste au plus profond de vous-même. Mais oui, parce que le socle d'un pays, c'est l'éducation et la formation. Et notre malheur, c'est que nous sommes à 60 et quelques années de l'indépendance. Notre système éducatif, surtout au niveau de l'élémentaire, est en déphasage avec le nouveau Sénégalais que nous voulons bâtir. Parce qu'il faut que nos langues nationales prennent place comme langues vivantes porteuses de connaissances. Il faut que nos religions musulmanes et chrétiennes soient enseignées à l'école. Il faut que les valeurs cardinales de culture, de civilisation que nous ont laissé les ancêtres, les bonnes valeurs, soient aussi enseignées à l'école. Dans les universités. Alors, dernière question relative à l'actualité sous-régionale. Le Niger, avec le coup d'État du 26 juillet dernier et ses ramifications, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut tenter une intervention militaire comme c'est annoncé par la CEDEAO? Alors, moi, j'ai un dilemme. Parce que, je condamne tout coup d'État militaire. Pour moi, c'est une position de principe. Le rôle des militaires, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Le rôle des militaires, c'est sous l'autorité des politiques d'assurer la défense, la sécurité de nos pays. Donc, je condamne cela. D'autre part, je considère qu'il ne revient pas à la CEDEAO d'intervenir dans les affaires internes du Niger. Il appartient au Niger, à sa population, de trouver les solutions pour retrouver un pouvoir stable et démocratique. C'est une organisation supranationale, la CEDEAO. Même si elle est supranationale, nous avons vu les interventions supranationales, ce qu'elles ont fait en Afrique. Parce que tout ce terrorisme qui balaie le Sahel est venu de l'intervention de l'OTAN au niveau de la Libye, ce que ça a fait. Donc, il ne faut pas faire cela. D'autant plus que quel intérêt l'armée sénégalaise a à aller se guerroyer au Niger, se faire tuer et tuer des Nigériens? Non. Je pense que ce sont des frères et des sœurs. Aidons-les à trouver eux-mêmes la solution à leur crise. Le Niger qui est déjà dans les bas-fonds socialement, une guerre pourrait pas bien. Amener beaucoup de problèmes sur le plan social, effectivement, et peut-être même créer une crise humanitaire sans précédent. Tout à fait. L'Afrique n'en a pas besoin. Merci beaucoup, professeur Marito Niane. Ensemble pour un Sénégal digne, libre, juste et prospère. C'est votre promesse de campagne. Merci beaucoup, Marito Niane. On vous souhaite de passer le cap des parrainages. Merci. Ce n'est pas gagné. Merci. C'est une prière. Nous sommes croyants. Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez en compagnie d'un programme. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.